Cette émission vous est présentée par le Centre de formation horticole de Laval. Bonjour et bienvenue à Horticulture. Aujourd'hui, Christian Dufresne, agronome et enseignant au Centre de formation horticole de Laval, nous amène en forêt. Attention, pas dans le bois, là, comme on dit lorsqu'on décide d'aller prendre une petite gorgée d'air frais, mais bien en forêt urbaine. Mais dis-moi, Christian, mis à part le fait qu'il n'y a pas d'orignaux, qu'il n'y a pas d'hordes de loups, qu'il n'y a pas d'ours, qu'est-ce qui caractérise la forêt urbaine? Bien, la forêt urbaine, Serge, principalement, c'est la présence des arbres en ville. Les arbres de rue, les arbres de parc, mais aussi d'autres choses qui vont s'installer avec le temps au point de vue de la canopée. On va parler de la canopée. La forêt urbaine, elle est extrêmement importante pour la réduction des îlots de chaleur. D'ailleurs, on va rencontrer un de mes collègues, M. Carl Goupil, qui va nous expliquer la différence et la distinction justement entre la forêt et la forêt urbaine. Allons le rencontrer. La forêt urbaine, l'arbre, ça vous dit quelque chose? Évidemment, c'est l'élément le plus important lorsqu'on parle d'îlots de chaleur, qu'on parle de dégradation de la planète. Je suis en compagnie de Carl Goupil, qui est enseignant en arboriculture au Centre de formation horticole de Laval. Bonjour Christian. Bonjour Carl. Alors, les deux mots que je vous ai, même les trois mots que j'ai parlé, la forêt urbaine, l'arbre, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec ça dans une ville? En fait, un arbre, grosso modo, ça reste une plante. C'est une plante qui est composée en grande partie de bois, de matière ligneuse. La grande différence entre les plantes qu'on dit plutôt communes et les plantes qui sont utilisées généralement pour la plantation arboricole ou la forêt urbaine, c'est sa hauteur, son déploiement, son poids, sa pesanteur, etc. Et le fait que l'arbre va pousser en largeur aussi pour supporter justement sa hauteur qu'il va obtenir et dominer les autres végétaux par la suite. Non, ben ces arbres-là, on dit qu'ils sont installés dans une forêt urbaine. C'est quoi la différence entre la forêt puis la forêt urbaine? La forêt urbaine en soi, là, c'est vraiment une forêt qui est structurée et conçue pour un aménagement humain spécifiquement. Si on commence par la forêt normale, entre parenthèses, donc la forêt commune, la forêt forestière, c'est un endroit où il y a une dynamique, où il y a justement un écosystème établi qui va s'auto-régulariser lui-même, en fait, et les ressources vont être recyclées continuellement et la forêt va vivre par elle-même. Contrairement à une forêt urbaine qui est composée surtout d'arbres en isolé, de petits regroupements d'arbres en parc, surtout dans le milieu urbain. Donc, la majorité des arbres vont nous servir surtout en ville à créer des phénomènes de renouvellement d'oxygénation, va créer des phénomènes d'ombrage. En fait, ce qu'on veut créer avec la forêt urbaine, vraiment, c'est une canopée. Parce que c'est sûr que la dynamique des sols, la dynamique dans son ensemble n'est pas la même en milieu urbain qu'en milieu forestier. En milieu forestier, j'imagine que ce que je comprends bien, c'est qu'on va développer une biodiversité complète. Cette biodiversité complète-là, évidemment, elle inclut les animaux et autres, donc il va y avoir un cycle qui va se faire. Exactement. En milieu urbain, cette biodiversité-là, elle est moins présente. Elle est plus présente au niveau de la canopée, comme tu dis, donc d'avoir une espèce de couverture végétale. C'est d'autant plus important étant donné que les îlots de chaleur apparaissent un peu partout. Exactement. Que nos villes sont très minéralisées. Tout à fait. Est-ce que tu vois une amélioration des villes par rapport à l'augmentation de cette canopée-là, donc la construction d'une forêt urbaine? Puis est-ce que ça inclut aussi les arbres de rue? Bon, premièrement, il faut considérer une chose, c'est la canopée, c'est vraiment un système qui a un cycle en soi au niveau de l'eau et au niveau de la régularisation de la température. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est qu'il faut arrêter de planter juste des petits arbustes et des petits arbres. Il faut des grands arbres pour créer un phénomène forestier qui est cette canopée-là. On recherche cette canopée-là justement pour le maintien d'une atmosphère et d'une température, d'une régularisation normale. Les arbres de rue, effectivement, ayant l'espace disponible, il faut toujours tenter d'avoir une canopée à haut niveau, des arbres de grand déploiement et surtout essayer de trouver plus de place. Les villes, en ce moment, ils ont le vouloir de développer la canopée, mais ils n'atteignent pas un pourcentage très élevé. Ouais, c'est ça. Mais là, tu parles d'arbres de grand déploiement, bien sûr. Est-ce qu'on a la place en ville pour pouvoir installer ce type d'arbre-là? Bon, contrairement à ce qu'on pense, au niveau aérien, la place peut se gérer. La problématique est plus au niveau du sol. Donc, il faudrait créer des espaces, des zones tampons qu'il faudrait appeler, en fait,
pour créer cette canopée-là. Donc, de prendre des espaces, entre guillemets, inutilisés, Exactement. des petits îlots, replanter des arbres, mais pas des petits arbres, donc des arbres à grand déploiement. Exactement. On retrouve énormément de stationnements. Exemple, Laval, on retrouve beaucoup de stationnements, mais c'est pas la seule ville à travers la province, même à travers le monde. Est-ce qu'il est possible, tu penses, de faire une forêt urbaine en incluant la vie d'une ville, donc avec les autos, avec les stationnements? Est-ce que c'est possible, tu penses, d'arriver à diminuer cet espace minéral-là pour ajouter un espace qui est plus végétal, donc aller chercher l'effet que tu mentionnes au point de vue des arbres? Tout à fait, c'est possible. Ouais. C'est possible dans le sens que veut pas un arbre en forêt n'a pas besoin d'entretien. Il y a un cycle naturel qui fait en sorte que l'arbre vit sa vie et puis, bon, il n'y a pas besoin de l'intervention de quiconque. En ville, l'intégration d'un arbre va vraiment être favorisée par l'intervention d'une personne qui va faire l'entretien de ce végétal-là. OK, souvent, si on a des espaces qui sont plutôt restreints, bien, au niveau aérien, l'arbre peut être taillé jusqu'à un certain point. OK, toujours en prenant en compte l'espacement au niveau du sol, pour avoir la maintenance et l'installation de forêts urbaines, justement. OK. Bien là, tu m'amènes sur un autre point, l'entretien. L'entretien de ces arbres-là. Bon, on engage quoi? Un bûcheron, un arboriculteur, un horticulteur, un élagueur. C'est quoi tous ces termes-là? Puis quelle est la différence? Puis qu'est-ce qu'on va engager? Oui, effectivement, il y a plusieurs corps de métier qui ont une relation directe avec le bois, en fait, avec la forêt. La forêt, l'aspect forestier est vraiment géré par le bûcheron au niveau de l'abattage, hein, parce qu'il n'y a pas d'intervention arboricole qui se fait en milieu forestier, techniquement. Donc, le bûcheron est spécialisé dans l'abattage où il n'y a pas de cible. Donc, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'humain. Ensuite, on a l'aspect de l'émondeur, comme on appelle, Ouais, le grimpeur commun qu'on ouais, connaît. Bien, l'émondeur, en fait, c'est un ancien terme qui est employé. Puis si vous me permettez, hein, je vais prendre la peine de lire une définition du Larousse de émonder ou émondeur. C'est une action de débarrasser les arbres ou les arbustes des branches mortes. Ça, c'est correct. Sauf que au superflu, ou de couper l'extrémité des branches à la périphérie de la cime. Donc, ce n'est pas une tâche qui est conséquente au développement de l'arbre. OK, c'est juste du ménage. C'est du ménage, en fait, ou même anciennement, c'était une façon de créer des gourmands dans un arbre pour faire du bois de chauffage en Europe à l'époque. C'est ça. C'était ça le but à la base. Maintenant, ce sont des élagueurs qui devraient être formés, OK? Donc, qui devraient être spécialisés dans le stade de croissance de l'arbre, dans les séquences de développement de l'arbre, dans la biomécanique de l'arbre, dans la compréhension de comment l'arbre est en train de pousser, comment je devrais intervenir en fonction de l'espace qui lui est offert, en fait. D'ailleurs, j'ai déjà présenté le métier d'élagueur qui est offert au Centre de formation horticole de Laval. Exactement. C'est un métier qui est certifié, qui est donc Tout à fait. très important. Là. On s'improvise pas. Il y a une formation qui va avec ça. Oui, il ne faut pas oublier un arbre, comme j'ai dit au début, hein, c'est gros et c'est lourd. Oui. Si on fait de mauvaises interventions, on fait des blessures champignons, éventuellement, l'arbre va briser et peut-être nuire aux cibles. Oui, puis tomber sur une voiture, tomber sur des gens ou tomber même sur la maison. Exactement. Bon, l'arboriculteur là-dedans, qu'est-ce qu'il vient faire? L'arboriculteur, en fait, c'est le gestionnaire, en gros. Il doit connaître la même base que l'élagueur. Donc, l'arboriculteur va être spécialisé dans encore l'estimation des stades de croissance, l'évaluation des séquences de développement, dans la biomécanique. Mais au-delà de juste l'estimation, il va analyser. Donc, il va aller plus en profondeur et il va proposer des solutions éventuellement. Donc, dans une ville, celui qui gère la forêt urbaine, qui va donner les permis ou autoriser les choses, ça va être l'arboriculteur. Et l'élagueur, lui, va venir monter dans l'arbre, couper les branches, rééquilibrer les charges ou même faire l'abattage complet d'un arbre qui pourrait être dangereux. Exact. OK. Tu nous parlais aussi, que l'arbre, c'est un poumon, ça pompe l'eau, et ainsi de suite. On va aller faire un petit test terrain pour voir l'importance d'un arbre. Nous sommes ici situés dans le stationnement du Centre de formation horticole. J'ai avec moi, je vais sortir l'appareil, un fusil thermique. On va aller prendre une mesure sur une voiture noire. On va prendre la mesure sur l'asphalte et on va venir reprendre la mesure sous l'arbre sous lequel nous sommes déjà installés. Et vous allez voir vraiment la différence. Il fait combien là actuellement dans la température? Il fait environ 27 degrés. Bon, venez avec moi, on va aller voir ce que ça dit. Tu vas me dire, Carl, les températures qui vont être inscrites au pistolet. Donc, j'ai une voiture noire. Imaginez que c'est un toit noir ou de l'asphalte neuve. Alors, je vais juste...
On est à 69,4 degrés Celsius. 69 degrés Celsius. On était à 27 à la température. Exactement. Donc, je prends la même mesure, mais je vais prendre l'asphalte. Donc, on voit qu'on est à 55,8 Celsius. Donc, on vient de descendre. Voyez-vous la surface noire, comment elle peut être très chaude par rapport à l'asphalte. Et là, l'asphalte, c'est une vieille asphalte. Elle est grise. Donc, elle est moins dangereuse qu'une asphalte qui est complètement noire ou flambant neuve. On va aller sous l'arbre, à l'ombre, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Comme on disait tantôt, hein, on a approché le fait que l'arbre était justement un climatiseur. Donc, effectivement, dans l'air, on parle de 8 à 10 degrés Celsius de différence. Maintenant, au sol, on a combien de différence? Maintenant, on est écrit à 33,3 degrés Donc, Celsius. On est parti de 69, exact. 50 et 33. Exact. Donc, il y a quasiment 30 degrés De de différence entre une surface et une autre surface. Voyez-vous l'importance de planter des arbres, mais surtout d'être sous l'arbre, parce que c'est beau de planter des arbres, mais si on n'est pas capable d'être sous l'arbre, on n'a pas cet effet de transpiration-là. C'est ça, c'est bien ce que je comprends. Ça climatise l'air, mais l'effet direct est vraiment sous l'arbre OK. en soi. Mais là, on parle de phénomène de transpiration. Ça implique qu'il faut de l'eau, Effectivement, puis on s'en va dans des périodes ou des époques où justement on va vivre des stress hydriques de plus en plus communs. Donc, au-delà d'arroser nos petites plantes, nos annuelles, notre gazon, fondamentalement, on devrait arroser nos arbres au départ. Okay. Hein, les arbres font partie du cycle de l'eau, donc ils vont même indirectement réarroser le reste des autres plantes. Bien, ça, c'est un élément qu'on ne comprend pas. On arrose les plantes, mais souvent, on plante l'arbre, on l'oublie là parce qu'on dit « Ah, c'est un arbre, il s'en occupe tout seul. » Ben non, il faut l'entretenir aussi. Tout à fait. Les racines sont de surface, hein, sont très peu profondes, peuvent aller jusqu'à une vingtaine, trentaine de centimètres. En milieu urbain, en forêt, c'est encore moins profond, vraiment en surface. Donc, ils sont tout de suite en dessous des racines de gazon. Donc, il y a besoin d'eau. Les essences choisies, j'imagine qu'on ne plante pas n'importe quoi, n'importe où. Non, de plus en plus, on devrait prendre des essences qui sont tolérantes au stress hydrique, de plus en plus. C'est sûr que les villes commencent à introduire des essences qui viennent plus du sud, un petit peu tranquillement. Peut-être attendre un petit peu parce qu'on a beaucoup de variabilité de température qui s'en viennent. Là. On n'ira pas dans une température stable nécessairement. Donc, la priorité, stress hydrique. Okay. La tolérance. Parfait. Là, j'imagine que les gens qui veulent avoir plus d'informations doivent consulter. Ils peuvent toujours aller consulter pour l'exécution de la tâche, pour savoir comment entretenir leur arbre, un élagueur, pour comprendre, analyser son arbre, faire des choix différents justement de plantation. L'arboriculteur est vraiment approprié à ce niveau-là. Parfait. Fait que, Calgoupil, merci pour toutes ces informations. Merci, Christian. On espère que les gens vont saisir l'importance de planter des arbres, mais surtout, il faut l'entretenir, choisir le bon arbre, le mettre à la bonne place, puis vous voyez la différence de degrés Celsius, c'est quand même pas négligeable. Eh bien, Christian, puisqu'on est en forêt, restons-y. Tu nous amènes maintenant à la forêt du 50e de Laval, qui est une espèce d'événement extraordinaire avec ses 5 micro-forêts, dans laquelle on retrouve des milliers d'arbres qui ont été plantés au cours des dernières années. Qu'en est-il de ce projet extraordinaire? Justement, Serge, cette micro-forêt, la forêt du 50e, a été faite pour commémorer le 375e de la communauté montréalaise et aussi le 50e anniversaire de Ville de Laval. Donc, on recrée une forêt dans toute son essence, en plein milieu d'une ville, ce qu'on appelle une micro-forêt. On va aller rencontrer mon collègue Patrick Parizeau, qui est le créateur et évidemment le réalisateur de cette micro-forêt, pour nous expliquer un peu les dessous, les déçus de la réalisation de l'œuvre. Je vous ai déjà parlé de la forêt urbaine et de l'importance de l'arbre dans le milieu urbain. Nous sommes actuellement dans le Centre de la nature à Laval. Nous sommes devant ce qu'on appelle la forêt du 50e. Donc, on a transformé un espace qui était autrefois engazonné en forêt, en micro-forêt. Je suis en compagnie de Patrick Parizeau, enseignant au Centre de formation horticole de Laval, qui était le coordonnateur de l'installation de cette forêt nourricière. Alors, Patrick, bonjour. Bonjour. Comme j'expliquais en prémisse, on est devant la forêt du 50e. Pourquoi la forêt du 50e? À quoi ça sert la forêt du 50e? Bien, premièrement, il faut dire que l'organisation du Jour de la Terre a été un levier pour ce projet-là. Donc, notre projet a cadré dans le 375e anniversaire de la région métropolitaine. Et dans ce cadre-là, il y a un programme que le Jour de la Terre a piloté, étant la plantation de 375 000 arbres pour le 375e anniversaire de la région métropolitaine. Okay.
Puis là, le 50e, la forêt du 50e, c'est en l'honneur du 50e anniversaire de Ville de Laval. De Ville de Laval. Donc, Ville de Laval étant un partenaire majeur. Et c'est la Ville de Laval et le Centre de la nature qui nous a attribué ce terrain-là pour souligner les 50e anniversaire de Laval. Donc, quand tu es arrivé, c'était du gazon. Du gazon. Il faut dire qu'il y avait 2 installations non entretenues de terrain de balle molle et puis de soccer, OK. de football. Oui. Puis là, il y avait, ce que tu mentionnais, c'est qu'il y avait déjà des arbres qui étaient déjà présents Oui. dans de l'environnement. Des arbres qu'on appelle des arbres de parc ou des arbres d'enlignement, tout simplement. Tout à fait. On voit ici des érables qui sont parfaitement alignés le long. Ils étaient déjà quand même assez hauts avant qu'on plante les autres arbres qu'on voit à l'arrière. Donc, oui, il y avait des arbres d'enlignement qui longent le chemin pour rentrer dans le parc. Mais il faut dire aussi que sur le grand terrain qu'on va marcher, qu'on va visiter, je vais vous faire le tour, il y avait un seul arbre, c'était un orme d'Amérique. Et cet orme d'Amérique-là, il est majestueux, il l'était, il l'est toujours, mais maintenant, il est entouré d'une communauté de 5 écosystèmes. Donc, je dois nommer aussi dans nos partenariats de la Ville de Laval qui ont eu des personnes extraordinaires qui ont contribué, dont M. Boyer, ingénieur forestier, avec qui j'ai travaillé sur les différents écosystèmes qu'on a implantés avec les essences et les séquences. Donc, oui, on s'est inscrit dans le cadre d'une forêt, d'une naturalisation d'un parc, mais c'était aussi là, le but étant de redonner à la communauté une section forestière qui mettait en scène les écosystèmes qu'on retrouve au Québec. Oui, qu'on trouve au Québec. Donc, on change de l'allée rectiligne avec les arbres de rue pour s'en aller dans une forêt, on va dire une micro-forêt en pleine ville avec toutes les strates. On va aller la découvrir ensemble? On va la découvrir ensemble, mais j'aimerais rajouter qu'ici, c'est 5 micro-forêts qu'on va rencontrer dans le 3,3 hectares de la zone. Patrick, tu me disais, bon, c'est plusieurs écosystèmes, ce n'est pas qu'une seule forêt. Quand tu as commencé, est-ce qu'il y avait déjà des plans de fête? Est-ce que vous êtes allé, bon, on en fait une, on en fait deux, on en fait trois? Est-ce qu'il y avait un concept qui était déjà installé? Bien, le concept, il a fallu le travailler. Donc, on a ici la première pointe qui a été la journée de commémoration du Jour de la Terre, étant le 22 avril 2015. Donc, on a planté 50 arbres pour commémorer le 50e anniversaire de Laval, et c'était l'envoi de tout le reste du projet. Donc, ce qu'on voit ici, dans ce coin-là, c'était une partie qui a été faite à la main, donc une parcelle d'études où j'ai travaillé avec une petite équipe d'horticulteurs à travailler manuellement le sol pour le comprendre, et avec M. Boyer, comprendre aussi quelle essence qu'on va pouvoir utiliser. Et dans les partenariats, j'ai omis de mentionner, mais il y a les Cowboys fringants qui ont fourni tous les plantes qu'on trouve ici avec leur fondation. Bon, donc, il n'y a pas juste la Ville de Laval, il y a le Centre de la nature, il y a le Jour de la Terre, les Cowboys fringants, et il y en a d'autres aussi au niveau monétaire là qu'on pourra mentionner dans le déroulement de l'émission. Au point de vue de la plantation, est-ce que c'est les horticulteurs urbains qui ont aidé à faire cette première plantation et la suite? Bien, on pourrait dire que oui, on était une première cohorte d'horticulteurs urbains, mais je ne suis pas la première. Ça fait longtemps que les horticulteurs travaillent à la naturalisation, mais dans le contexte qu'on a ici, c'est très particulier. Donc oui, on a travaillé avec des horticulteurs qui avaient une passion pour l'écologie. OK. Puis les horticulteurs, est-ce que c'était les élèves du Centre de formation horticole de Laval? Les centres de formation de Laval sont venus pratiquer. M. Dufresne. Okay. Et puis, oui, on a pu mettre en collaboration la plantation des 10 000 arbres, en plus des arbustes, mais on a, le Centre horticole a contribué et donc on est allé chercher aussi de la formation continue pour ces gens-là. D'ailleurs, je dois aussi mentionner que ça fait 8 ans que la forêt, là, elle a été déployée, qu'elle a été plantée. Et si vous remarquez bien, on a quand même là, une bonne croissance. À partir d'ici, j'aimerais vous arrêter parce que c'est bien beau la nature, mais dans le contexte ici, il fallait aller chercher quelque chose aussi pour les citoyens. Donc, quand on regarde d'un côté puis que c'est rien qu'une prairie, au fait,
parce que c'est ça le concept. Hein? On est dans la première étape, dans la première phase, mais on est en train de faire d'autres plates-bandes, mais qui sont attrayantes à l'œil avec des plantes résilientes. Toujours dans le cadre de nos cours au Centre de formation horticole, on vient pratiquer en plantation, la plantation et la division de vivaces. Et ce que vous voyez ici, c'est une première parcelle qui est en engrais vert, qui a été occultée 1 an pour pouvoir y implanter des nouvelles vivaces. Et quand vous regardez au bout de l'allée, vous voyez la première phase qui a été réalisée avec des plantes qui sont miellifères, qui sont en floraison et puis aussi qui contribuent à l'aspect d'acceptabilité de cette prairie-là. C'est ça, l'acceptabilité sociale est super importante parce qu'on passe d'un parc très manicuré à une forêt qui pourrait avoir l'air abandonnée, ce qui n'est pas le cas, bien entendu, Exactement. parce qu'on travaille avec la canopée supérieure, mais on travaille avec toutes les strates de végétaux pour en créer une biodiversité. C'est ça l'idée. C'est très bien dit. Donc ici, on a un tilleul qui va faire la canopée principale. En dessous, vous voyez des petits arbres. On a de part et d'autre, là, on les voit moins à l'arrière, mais des petits arbustes pour aller chercher une strate médiane. Et la strate herbacée au sol qui contribue à amener finalement des éléments au sol par leur décomposition simplement. Donc, pareil comme dans un vrai établissement d'un écosystème. Donc, on a voulu respecter les plantes en place. Tout ça amène un visuel qui peut être plus ou moins acceptable et de là la raison de faire les plates-bandes en avant. Oui, c'est ça. C'est un peu le principe de la gestion différenciée, là. On y va progressivement pour arriver avec une forêt qui est de plus en plus dite naturelle, donc qui se gère par elle-même. On n'a pas à aller vraiment entretenir, mettre de l'engrais, mettre de l'eau et ainsi de suite. C'est sûr que les premières années, il faut quand même faire un suivi, j'imagine. Il faut faire un petit peu d'élagage, enlever des plantes qui pourraient être envahissantes au détriment de ce que vous avez déjà pensé à installer. La cohabitation, tout ça, là, comment ça fonctionne? Ça fonctionne comme, je vous dirais vulgairement, comme un coup de dé. C'est-à-dire qu'il faut laisser aller la nature s'installer, mais toujours en ayant... Parce qu'il faut la laisser vivre, cette forêt-là. Mais on l'a bien mentionné, tu l'as bien mentionné, il y a des essences envahissantes, dites envahissantes, non indigènes. Ici, on a un saule de Sibérie. Le saule de Sibérie, il s'est invité dans la forêt. Il s'est semé par lui-même, par les arbres d'enlignement. Donc, notre forêt urbaine, qui n'est pas nécessairement des arbres indigènes, vont se ressemer dans l'écosystème qui vont pousser plus vite que nos essences nobles. Oui, bien, on a vu ça parce que par le passé, on plantait beaucoup d'arbres qui avaient une croissance rapide, mais on s'est aperçu que ces arbres-là étaient néfastes. Hein, néfastes, l'érable argenté, entre autres, la Sanegundo, et on en passe. Ouais. Évidemment que les gros arbres sont encore là, on ne les mettra pas à terre, mais ils peuvent causer des dommages. Donc, le but, j'imagine, c'est qu'au fur et à mesure qu'on en voit, on l'élimine pour pas que ça devienne que ça qui prenne la place, mais bel et bien l'idée de la forêt nourricière. Donc, si je résume bien, l'entretien, quand on établit ce type de forêt-là, la première année, évidemment, on doit arroser abondamment nos arbres. Je vous l'ai dit, je vous ai donné un chiffre, 10 000 arbres plantés, mais on doit les arroser. Par la suite, la mauvaise herbe va monter. On ne choisit pas la mauvaise herbe qui s'est implantée. Donc, il y avait des mauvaises herbes dedans qui avaient une croissance très haute et qui mettaient en péril les arbres qui manquaient de lumière. Donc, on a fait des premiers fauchages ces années-là pour libérer finalement ces arbres-là pour qu'il y ait une pleine croissance. Donc, première année, on arrose. Deuxième année, on arrose et on commence à contrôler quelques mauvaises herbes. C'est pas au complet, on passera pas le coupe-bordure à travers la forêt, ni la débroussailleuse, mais aller éliminer quelques plantes néfastes, des bardanes, etc. Pour laisser la place pour laisser la aux place autres de s'installer. Tantôt, j'ai mentionné la forêt nourricière. C'était pas ce que je voulais dire, mais à fin de compte, je pense que ça va être intéressant. Est-ce que c'est une forêt nourricière ou pas? C'est une forêt qui pourrait être nourricière avec le temps, parce que dans nos essences indigènes, il y a des arbres comestibles. Je peux penser, mettons, au viorne trilobé, qui donne une fruit qui est super bonne en gelée ou en confiture. Mais c'était pas l'idée de départ. Ce n'est pas l'idée de départ. C'est moi qui s'est trompé tantôt, mais là, j'essaie de voir la différence pour que les téléspectateurs comprennent bien entre la forêt, la microforêt qu'on a là et la forêt nourricière. Donc, on a vraiment voulu s'en aller dans plusieurs microforêts, mais non pas dans le côté de la forêt nourricière. Non, tout à fait. Je reviens sur la question numéro 1.
Pourquoi qu'on a fait ça? Oui, c'est dans le cadre d'une festivité dite environnementale, mais c'était surtout pour couper les émissions de gaz à effet de serre. Imaginez-vous le nombre de tonnes de gazon qu'on devait faire ici. Inutilement? Inutilement, pour quelques plaisanciers, des gens qui venaient jouer à balle molle. Pour cette dizaine de personnes-là, oui, c'est peut-être un peu plate, mais il y en a d'autres parcs autour. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi ce terrain-là. Le terrain ici, dans le centre de la nature, c'est un terrain qui n'a jamais été nécessairement travaillé. Ça ne fait pas partie de la carrière non plus. Donc, ce qu'on voit ici, là, à côté dans la forêt, c'est un 20 cm, 25 cm de sol avant d'aller à la Roche-Mère. Donc, dites-vous que tout ce terrain-là a été travaillé à la grandeur pour assurer une interconnexion entre les racines. Donc, on a fait un travail de sol en profondeur. Et puis aujourd'hui, ces arbres-là qui profitent autant, mais il faut croire aussi à leur collectivité. Et ils s'entraident, ils se donnent de l'eau, ils se donnent de la fraîcheur. Bien, de l'eau, j'exagère, mais bon. C'est la collaboration. C'est la collaboration entre chacun. Donc, la forêt, la microforêt est supposée nous donner un peu de fraîcheur. Oui. Le but de faire ces forêts-là, c'est contrer les îlots de chaleur. Donc, on peut vivre l'expérience, on peut aller vers l'intérieur de la forêt. Et là aussi, qu'il y avait l'orme majestueux. Donc, allons le voir et allons se rafraîchir. Oui, allons se rafraîchir. Dans toute cette épopée-là, on redit qu'il y a 8 ans, ça n'était que du gazon. Maintenant, on est rendu avec une canopée quand même importante, des strates de végétaux quand même assez importants. Donc, l'adolescence de la forêt, elle se porte bien. Comment tu vois l'avenir de la forêt du 50e? Bien, j'y souhaite de devenir aussi grand que lui. Donc, ici, on peut dire que la forêt va faire succession à notre arbre, qui peut-être tricentenaire. Donc, là, est-ce qu'on sent la fraîcheur? Écoute, on est super bien ici par rapport à il y a quelques secondes en plein sentier ensoleillé. Je prendrais quasiment une veste. Oui. Si on regarde autour, vous voyez que les arbres, ils commencent à prendre une certaine hauteur. Mon but, c'est que la biodiversité prenne sa place. Malgré qu'on a 5 écosystèmes de plantés, il va s'en décider un seul. Et rendu là, on va respecter son choix. Il va y avoir de la sélection naturelle qui va se faire. La sélection naturelle va se faire par quoi? Bien, par la lumière accessible, l'eau, la compétition. Bien, c'est la nature, hein? Oui, il faut dire que si vous allez prendre une marche en forêt à la campagne, vous allez remarquer que la forêt, les arbres se sont eux-mêmes plantés très serrés. Dans l'horticulture qu'on connaît bien, nous, c'est qu'on va prendre le déploiement d'un arbre à maturité et on va s'assurer d'enligner les cimes une après l'autre. Donc, on peut avoir des distances de plusieurs mètres, plusieurs mètres entre chacun. Ici, on va dire un arbre au mètre. Et dans la micro-forêt qu'aujourd'hui, on la voit de plus en plus définie, on l'amène même à 3 arbres par mètre. Ici, il faut dire que dans notre stratégie, on n'a pas juste pris des petits arbres de reboisement, mais on est allé chercher des calibres moyens d'environ 200 cm. Donc, un 200 cm pour environ 4 à 5 petits formats forestiers dans les mètres carrés et toujours en coupant les lignes pour aller chercher quelque chose de naturel. Donc, on ne voit pas aucune ligne. Les trous qui se formaient ont été complétés par 5000 arbustes. Donc, c'est comme ça qu'on est allé chercher la sous-strate. Donc, en conclusion, on pourrait quasiment dire qu'on a planté pratiquement 3 arbres par mètre carré, comme les techniques qui nous ont présentées aujourd'hui. Donc, pour répondre franchement, moi, je souhaite que les arbres puissent aller se développer à leur pleine capacité et que l'arbre qui peut laisser la place au plus fort, mais va continuer de contribuer avec des échanges souterrains entre interespèces. Donc, mon vœu est là. Mon vœu, c'est que les gens puissent continuer de profiter de la forêt, de se l'approprier, connaître nos écosystèmes et profiter surtout de la fraîcheur de ces écosystèmes-là qui, aujourd'hui, je pense qu'ils sont très appréciés. Patrick Parizeau, merci. Merci à vous. Bien, mon ami Christian, franchement, tu es vraiment connaissant et inspirant. D'ailleurs, nous vous invitons à nous rejoindre la semaine prochaine pour une autre aventure de horticulture. C'est quoi la dernière réplique déjà? Bien, comme à nos débuts. Ah oui.
Bon jardinage!